Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus ici dans l'auditorium de la Maison des Associations pour cette rencontre qui est proposée par l'association Bug et Clair Obscur dans le cadre du festival Travelling. C'est la 30e édition avec cette année à l'honneur les villes-mondes. Alors au cours de cette discussion, on va se demander comment est-ce que ces villes elles sont représentées au cinéma, si les cinéastes sont plutôt réalistes ou non lorsqu'ils filment les villes, ce que disent également ces représentations. Et puis on va aussi, pendant pratiquement une heure, vous expliquer en quoi les villes vont devenir centrales dans les décennies à venir. Quand je dis nous, c'est plutôt nos deux invités, à commencer par Carlos Moreno. Bonsoir. Vous pouvez prendre les micros qui sont face à vous. Vous êtes professeur des universités. On vous présente aussi comme expert de la Smart City humaine. Vous nous expliquerez ce que tout ça signifie. Et je précise que vous commenterez ce soir à 20h45 le film Les Éternels qui sera projeté au ciné TNB. À vos côtés, Thierry Méranger, bonsoir à vous aussi. Bonsoir. Vous êtes enseignant de cinéma à Paris 1 et critique. Vous signez dans les cahiers du cinéma et vous allez nous apporter votre regard également. Est-ce que les cahiers du cinéma de février sont sortis ou pas? Ils viennent tout juste de sortir. Ah, Ils sont en train d'arriver à Rennes. Là. Ok. Je précise aussi que vous aurez la parole pendant environ 30 minutes d'ici une heure si vous avez des questions ou des interpellations. D'abord, une première question et puis ensuite on entrera dans vos champs de compétences respectifs. Mais si je vous dis ville-monde, à quoi vous pensez spontanément? Une personnalité, à un lieu, à un concept? Carlos? Ça m'évoque beaucoup de choses, bien sûr, puisque c'est un thème que je travaille avec beaucoup de passion depuis maintenant pas mal d'années. Le premier, c'est rendre hommage à mon ami et sociologue qui a vraiment posé ces termes-là en anglais. Donc c'est Global City, c'est une traduction donc en français. Global City, c'est la ville-monde. Saskia Sassen, puisqu'elle a écrit en 1992 donc, ces livres-là qui a marqué, je dirais, cette ouverture qui était dans la continuité des travaux. Brodel parlait déjà, Friedman également, ça a été repris ensuite par Saskia, et c'est devenu aujourd'hui des lieux de vie très cosmopolites. Donc c'est le deuxième élément qui va avec, et le troisième élément qui m'inspire. Donc c'est des centres de pouvoir multiculturel des grands centres urbains. On va en parler dans un instant. Thierry Méranger, si je vous dis ville-monde. Ville-monde spontanément, alors je suis très loin pour l'instant des concepts qui viennent d'être avancés, mais je pense tout simplement à Cinecittà. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui se joue dans ces deux mots, Cinecittà. Et selon qu'on le prend dans un sens ou dans l'autre, évidemment, on va être amené à évoquer un cinéma qui se fait l'écho du monde et un monde qui se fait l'écho du cinéma, sans bien savoir peut-être qui va engendrer l'autre. Et c'est cette dimension qui tient à la fois de la mise en abîme et du jeu de miroir qui m'intéresse. On va donner peut-être d'autres références au cours de cette discussion. Vous pourrez bien sûr réagir à ce propos. Donc ces villes-mondes qui vont devenir stratégiques dans les prochaines années. Vous vous y intéressez, Carlos Moreno. Vous parlez de Smart City qui vont devenir les centres de gravité du monde. Ça veut dire quoi très concrètement, les centres de gravité? Et je dirais qu'ils ne vont pas le devenir, si je peux me permettre, ils le sont déjà. C'est au présent alors. Puisque au présent, donc nous savons aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure en aparté, un peu moins de 20% de la population mondiale qui habite dans 35 villes. Donc c'est ce qu'on appelle donc des villes-mondes, de grandes mégalopoles. Les termes par extension, ce n'est pas uniquement les villes de plus de 12 millions d'habitants, mais on va dire ça concerne l'ensemble de centres urbains, métropolitains, hypermétropolitains, dans lesquels il y a une attractivité économique, culturelle, sociale, et un centre de pouvoir
qui s'installe et qui fait de ces lieux des lieux qui ont un regard par rapport aux citoyens, mais également par rapport au centre de décision, qui, en quelque part, se dissocient de celui des États dans lesquels ces villes sont implantées. Et ça, c'est des principaux phénomènes du XXIe siècle aujourd'hui. Ces villes-mondes sont des centres de pouvoir qui s'expriment avec souvent des contradictions très fortes et de plus en plus fortes par rapport aux États à une période de l'humanité, au XXIe siècle, où les États souvent ont du mal encore à garder une cohésion face à la montée en puissance de ces villes-mondes. On en a l'illustration avec le C40, présidé par Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui réunit ces grandes villes qui veulent malgré tout défendre les accords contre le dérèglement climatique. Ce sont des alliances qui sont solides, selon vous ? Oui, tout à fait. Saskia Sassen avait modélisé donc cette perspective et je m'inscris dans la suite de ces travaux en apportant ma propre touche. Et on avait parlé à ce moment-là, face donc aux États, l'émergence de ces centres de pouvoir qui constituent ce qu'on appelle des anneaux, des réseautages qui sont extraterritoriaux. Puisque quand on peut prendre des réseaux comme le C40, donc le Forty City pour nos amis anglophones, qui est donc, ça s'appelle le C40 parce qu'au départ il y avait 40 grandes villes mondiales, aujourd'hui ça représente un peu moins d'une centaine, ça représente 900 millions d'habitants aujourd'hui, et ça correspond donc de villes-mondes qui sont reliées entre elles par les prises de conscience concernant la menace pour l'humanité et le changement climatique, et dont en même temps les villes sont les principaux contributeurs en termes donc d'émissions en CO2, en termes de consommation d'énergie et également en termes de production de richesse et forcément de pauvreté et d'exclusion. Donc le Forty City, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Il y a Metropolis, qui est l'Association mondiale des grandes métropoles, qui est une position également des alliances de villes beaucoup plus larges. Et on voit l'effet quand on a les États-Unis d'Amérique dirigés par un climat sceptique comme Donald Trump, c'est les villes qui, elles, montent au créneau pour s'exprimer. On le voit en Italie, où un néoconservateur, néofasciste comme Matteo Salvini dirige l'Italie, on voit que les villes italiennes également, elles s'expriment. Et cet exercice, on peut le faire dans beaucoup de villes du monde. Malheureusement, au Brésil, c'est aujourd'hui le cas également. Et grâce à la proximité des villes et à la capacité de leur gouvernance locale à se dissocier souvent de politiques étatiques, ils représentent parfois donc un souffle d'espoir de l'humanité au moment où plus de la moitié de l'humanité est dirigée par des néoconservateurs et qui sont en plus carbophiles. Malgré des moyens politiques notamment moindres que les États ? C'est ça qui est très intéressant aujourd'hui. Les maires ex-maires de Denver, dans le Colorado, aux États-Unis, Monsieur Wellington Webb avec 2B, hein. Et donc il était en plus le président de l'association des maires noirs des États-Unis, quelqu'un de très brillant. Je vous invite à lire un discours qu'il a prononcé devant donc l'association des maires des États-Unis. Donc je disais, il était le président en 2007, et il a prononcé une phrase dans ses discours. Il est sur Internet, qui était extrêmement visionnaire, qui souvent m'est attribué, mais parfaitement à tort. C'est bon, lui, où il disait donc le 19e siècle, c'est le siècle des empires. Le 20e siècle, c'est le siècle des États-nations. Et le 21e siècle, c'est le siècle des villes. D'ailleurs, c'est marqué dans l'édito Ville-Monde de Travelling. Et ça représente cette idée comme quoi, à partir du moment où l'humanité a basculé avec 54% de la population mondiale qui habite dans des villes et dans des centres urbains, quand on a un pays comme celui où je suis né, en Amérique latine, en Colombie, que je suis en France depuis bientôt 40 ans. Quand je suis parti il y a 40 ans, il y avait 20% de la population qui était urbaine et 80% qui était rurale. Plutôt 30%, on va dire, urbaine et 70% rurale. Aujourd'hui, l'Amérique latine, c'est le continent le plus urbanisé au monde. 20% du rural, 80% d'urbain. Vous voyez toute la
sociologie du pouvoir qui a totalement changé. On va plus au Brésil, mais à Rio. Au Brésil, 25% de l'économie brésilienne, c'est uniquement c'est uniquement São Paulo. Et donc, on voyait que la sociologie a totalement basculé, la sociologie politique. Les guérillas de l'Amérique latine, qui étaient paysannes, etc., au Mexique, ils n'ont plus de raison d'être. C'est pas tellement parce qu'il n'y a pas de pauvreté, c'est parce qu'elle s'est déplacée de la ruralité vers la ville. Donc il n'y a plus d'écho par rapport à ces mouvements sociaux qui étaient ruraux. Donc le moyen de la ville, paradoxalement, ils sont considérables. Parce que les villes aujourd'hui, pour la plupart d'elles, représentent un produit interne brut qui est supérieur à celui de beaucoup des États. Donc la liste est importante, sauf que aujourd'hui, nous devons prendre conscience que cette force des villes doit se traduire par d'autres projets de développement qui ne sont pas les classiques PIB, parce que le PIB est indexé dans un rapport orthogonal, croissance égale moins en plus chômage et dette, avec donc une démarche de performance économique et utilitariste, dans laquelle la crise dans laquelle nous sommes nous montre que ça n'a pas vraiment donné des résultats tout à fait top. Les villes aujourd'hui, les villes-mondes, représente cette multi-attractivité économique, sociale, culturelle dont je parle. Et donc, on a la possibilité aujourd'hui de construire avec les forces qui traversent la ville, ce que j'appelle les forces de la ville. J'appelle ça le fait urbain, c'est-à-dire la manière comme on peut traverser autour de diverses forces qui concourent dans la ville, les gouvernances locales, les secteurs privés, les citoyens, les associations, le collectif, les économies émergentes tournées vers les services. Quelque chose que nous appelons, j'appelle ça depuis une dizaine d'années, les produits urbains bruts, le PUB, qui s'est traduit par comment on peut créer, à différence des États basés sur croissance, emploi, dette, un cercle vertueux, parce que celui-là est vicieux, dans lequel chaque euro de création de valeur soit égal à de la création de valeurs économiques, sociales et écologiques. Et les villes représentent aujourd'hui le creuset dans lequel on peut encore infléchir le passage du monde vers une création de valeurs qui, en étant respectueux de l'environnement, respectueux et inclusif par rapport donc aux gens qui habitent, et capable de créer et de distribuer de la valeur, donne des forces in fine beaucoup plus puissantes qu'un budget d'un État tout à fait classique, défini comme tel au début d'année et basé sur ces critères donc, de maîtrise budgétaire. On va parler de toute cette dimension sociale qui accompagne le concept de Smart City, évidemment. Thierry Méranger, est-ce que le cinéma a pris conscience, alors le cinéma a pris conscience, c'est très vague évidemment, mais est-ce que vous voyez déjà quelques signes qui illustrent cette montée en puissance des villes, peut-être au détriment des États, je ne sais pas si c'est au détriment d'ailleurs. Alors, oui, il y a évidemment des signes qui traduisent cette montée en puissance, mais ce que je voudrais d'abord dire, c'est que le cinéma n'en avait presque pas besoin. C'est-à-dire que le cinéma, si l'on peut dire, s'est établi en ville depuis les origines. Et j'ai envie de dire que le cinéma a la ville pour terrain de jeu privilégié à la base, à tel point qu'on peut se demander, quand j'ai été invité à participer à ce débat, si finalement il n'y a pas une écrasante majorité de films depuis les tout débuts de l'histoire du cinéma qui sont des films urbains, et si les autres films, ceux qui, on ne va évidemment pas nier tous les films qui se déroulent dans d'autres espaces, d'autres types d'espaces, mais si ce ne sont pas des histoires d'exfiltrés en quelque sorte. Donc on pourrait tout à fait voir les choses comme ça, et même aujourd'hui des désirs de grands espaces sont finalement des envers de désirs urbains refoulés peut-être à certains moments, ou des volontés d'échapper à je ne sais quelle prison. Enfin, on pourra revenir là-dessus un petit peu plus tard. Je suis, par exemple, pour prendre un exemple, dans le cinéma très contemporain, je suis par exemple un cinéaste belge qui s'appelle Joachim Lafosse, qui a développé toute une série de films plutôt urbains, et qui vient de sortir un film qui s'appelle Continuer. Alors c'est une adaptation littéraire, mais qui va nous montrer deux personnages qui
qui a priori sont plutôt urbains, mais qui vont chevaucher à travers les plaines du Kyrgyzstan. Donc d'une certaine façon, voilà, l'exemple vaut ce qu'il vaut, mais j'ai envie de dire que la ville ne peut il ne s'agit même pas pour elle de réinvestir l'urbain. C'est son terrain. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que historiquement, revenons à l'origine. Pardon, ce sont vraiment des truismes, mais revenons aux frères Lumière. Qu'est-ce qu'on retient des tout premiers films? Le premier film, c'est la sortie des usines Lumière. On est quand même bel et bien dans une sorte de défilé, de mise en scène. On est totalement dans la mise en scène. Tout le monde le sait. D'ailleurs, le film a été tourné plusieurs fois. Donc, le premier film était déjà un remake d'une certaine façon. Et donc on est à Lyon, il s'agit de montrer, c'est presque un spot publicitaire pour une industrie. Et une industrie, on ne peut plus urbaine, on va faire défiler des ouvriers en ville d'une certaine façon. Donc si on prend l'arrivée du train en gare de La Ciotat, c'est l'arrivée en ville aussi. Voilà. Alors c'est peut-être un peu facile, mais on voit déjà que le terrain, bien entendu, est extrêmement favorable dès le départ. Alors la ville, parce que il y a une multitude de décors, parce que c'est plus facile financièrement de tourner des films dans ces villes. Il y a tous les cas de figure en fonction évidemment de l'économie. C'est sans doute plus facile quand on est dans une économie de tournage limitée de tourner avec une équipe réduite, de tourner au coin de la rue, si l'on peut dire. Ça c'est tout à fait exact. Mais on s'aperçoit que la ville est aussi souvent au cinéma une ville reconstruite ou maquillée, ou elle-même, on pourra y revenir plus tard, transformée en plateau de cinéma. Donc la ville est elle-même un plateau de cinéma pour les concepteurs, on va dire, qu'ils soient scénaristes ou réalisateurs. Et puis, je pense qu'il faut quand même dire ce qui est. Il y a une cinégénie de la ville qui est absolument extraordinaire. Pensons à la plupart des films qui construisent notre imaginaire et nos souvenirs de cinéphiles. Chacun peut se livrer à cet exercice. Nous avons des films urbains en tête la plupart du temps. Et quand il ne s'agit pas de films urbains, ce sont des films qui vont évoquer la ville, on va dire, comme métaphore, d'une certaine façon. Je vois ce que ce soir, par exemple, le Travelling diffuse, entre autres, dans les films qui ont été redemandés par le public, des films aussi éloignés que Taxi Driver ou 2001, l'Odyssée de l'espace. Et si on y regarde de plus près, bien entendu, Taxi Driver, l'œuvre de Scorsese, on est bel et bien sur ce terrain qui est le terrain urbain, bien entendu, avec une œuvre qui se développe de film en film pour le réalisateur. Mais bien entendu, 2001, c'est une ville dont il est question aussi. Et toujours se joue, et là aussi on y reviendra peut-être tout à l'heure, cette question du microcosme et du macrocosme. La ville va se trouver à la fois métaphorisée et être une métaphore d'autre chose. Et c'est ce qui passionne le cinéma, avec toujours cette possibilité de jouer sur la notion de mise en abîme qui est, on va dire, implicite chez presque tous les grands cinéastes. Il y a une notion qui n'est peut-être pas très éloignée de ça, c'est l'ubiquité, qui est un concept important dès lors qu'on parle de la Smart City et qui est renforcé par l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Est-ce qu'aujourd'hui, si on prend juste comme illustration le cinéma, on peut ici à Rennes préparer un film qu'on tournerait à Moscou? Je pose la question à tous les deux. Je pense que oui. De toute façon, le cinéma ne se fixe absolument pas de limites. Et à partir du moment où nous sommes dans l'art du faux semblant et dans l'art du décor, oui, il n'y a aucun problème par rapport à ce type de conception. Et sans aller même aussi loin, on s'aperçoit que, par exemple, la plupart des régions où se déroulent
des tournages bien entendu, ont aménagé dans la plupart des grandes villes un petit coin de leur ville qui pourrait être un pari tout à fait présentable dans le cas où le tournage n'aurait pas la possibilité de se déplacer dans la capitale. Donc oui. Alors revenons, Carlos Moreno, à ce fil rouge de la Smart City. On parlait d'ubiquité, on parlait des nouvelles technologies. Ces villes-mondes, elles sont imprégnées de réseaux, elles sont imprégnées par ces nouvelles technologies. Et souvent, on vous demande, et vous répondez, et l'humain là-dedans? Oui, tout à fait. Je dirais que le 21e siècle a cette double particularité. C'est devenu un siècle donc urbain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes à travers le monde, pas en Europe, en Asie, en Afrique, naissent et meurent urbains. Donc aujourd'hui, on dit 54% de la population mondiale est urbaine, et on dit en Europe c'est 77%, en France c'est 75%, 80% de la population française vit dans un cinquième du territoire, mais également aujourd'hui 80% de la croissance urbaine mondiale, elle se fait uniquement en Asie et en Afrique, et donc ça donne lieu à cette croissance extrêmement importante et des villes en dehors du territoire européen. Je rappelle juste au public que pour être nous modestes, plus modestes euro-occidentaux qui ont été eurocentrés, et avec l'Amérique du Nord, on a, depuis la révolution industrielle, dominé le monde culturellement, on va dire. 50 ans en arrière et 50 ans qui suivent, notre population reste stable entre 500 et 700 millions d'habitants sur le continent sur un siècle, quasiment stable. Tandis que l'Afrique, c'est x4 des 1 milliard vers 4 milliards. Et donc l'Asie, la Chine, c'est 3 milliards. Donc entre 9 et 10 milliards qu'il y aura à l'échelle donc, de 50 ans prochains. Notre population européenne, ça fait globalement 607 millions d'habitants. Le PIB européen, c'est aujourd'hui globalement à 60% 140 villes européennes. Il n'y en a aucune qui fait plus de 12 millions d'habitants. Quand à côté, les villes qui font plus de 12 millions d'habitants, il y en a une bonne trentaine qui se trouvent en Asie et en Afrique. Donc là, nous, calmos, il faut un peu imaginer le monde autrement. Pourquoi j'ai dit calmos? Voilà, parce que ça nous oblige à avoir un exercice d'humilité. Parce que la deuxième composante du XXIe siècle, c'est l'ubiquité. C'est-à-dire que cette ubiquité, elle naît à la fin du XXe avec Internet, elle se déroule au début du XXIe avec les plateformes numériques qui virtualisent le développement des services, et ensuite elle devient donc massivement ubiquitaire par ce que j'appelle les phénomènes d'hybridation de l'ubiquité d'un élément physique, puisque l'Internet des objets amène donc une dimension dans laquelle nous, humains, nous sommes hybridés par cette massivité du silicium qui devient donc algorithmisée. Et cette présence ubiquitaire, elle est massive. Elle est aussi vraie à Paris où nous sommes, à Rennes où nous sommes, à Ulaanbaatar, à Lagos, au Caire, à Bogota, mais au fin fond d'un village également en Asie du Sud-Est ou en Éthiopie, ou au Rwanda, qu'on connaît parce que ça a eu des massacres. Kigali est aujourd'hui une des villes les plus développées au monde en termes d'équilibre, ubiquité ville-nature. Donc cette ubiquité qui devient aujourd'hui massive, elle a une particularité, c'est qu'elle est accessible à tout le monde. Et qui dit ubiquité, ce n'est pas uniquement savoir si j'ai plus ou moins de beurre dans mon frigo, mais c'est que ça donne des instruments d'accès également à l'information et à la connaissance. Donc la problématique qui se pose aujourd'hui, elle n'est pas si on a plus ou moins d'ubiquité, parce que c'est un phénomène, pareil, c'est une constatation. La convergence du phénomène ubiquitaire avec le phénomène urbain a fait naître une nouvelle culture que j'appelle la culture transmédia urbaine. C'est-à-dire que vous soyez à Paris, à Ulaanbaatar ou à Kigali, tout le monde sait quel est le nom de la femme du prince William. Voilà, tout le monde sait qu'il s'appelle Meghan, qu'elle est black, qu'elle a fait du cinéma, etc. Donc on a, personnellement, j'ai rien à foutre, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui est véhiculé. Mais par contre, cette ubiquité qui est massive, elle offre aujourd'hui à l'humain plusieurs voies dans son développement. Celle de considérer que grâce à la technologie,
À ce moment-là, on va devenir tous très intelligents et les premiers la ville, ce qui est donc une manipulation marketing des grands players quand le terme Smart City est né en 2010, qui a conduit vers un échec total, puisque aucune de villes considérées Smart Cities se sont vraiment développées avec la technologie comme solution. Il y a une deuxième période dans laquelle la technologie a été au service des gouvernances locales, en disant oui, ce n'est pas nous qui allons développer les grands centres de monitoring pour que ça passe, mais ça va être les gouvernements locaux qui vont s'en approprier. Et on arrive donc ensuite à une troisième phase dans laquelle les citoyens deviennent des acteurs pour s'en approprier. Mais rien de ça n'a de sens si on n'a pas compris que la ville est avant tout un lieu complexe, un lieu de vie, dans lequel il y a un système des systèmes. C'est quoi la ville? Quand on est urbain, qu'on vous parachute n'importe où dans le monde, finalement, la problématique urbaine, il y a 6 fonctions essentielles qui sont me loger, donc habiter, qui sont produire ou travailler, qui sont me nourrir ou m'approvisionner, qui sont m'éduquer, donc avoir accès à l'éducation, culture, formation, qui sont me soigner et qui sont m'épanouir. Quel que soit le droit au monde, vous avez besoin de ces 6 fonctions. Et ensuite, moi, en tant qu'urbain, au sein de cette nouvelle culture urbaine, qu'est-ce qui me rend heureux? C'est d'être donc au bien avec moi-même et avec ce que j'aime, d'être bien avec moi-même et mes proches, mes collègues de travail, mes voisins, et d'être moi-même en bon état par rapport à l'environnement. Et si on se pose la question de croiser cette matrice dans laquelle on rapproche l'espace-temps des fonctions sociales de la ville, des états de l'humain, à ce moment-là, on trouve un autre concept que j'appelle la Human Smart City depuis un certain temps, dans lequel, dans un espace-temps, on rapproche ces fonctions sociales des 3 états de l'homme et on dit qu'il faut tout faire pour que la qualité de vie humaine soit à la hauteur du défi sociétal. Et dans ce sens-là, ce monde ubiquitaire, par rapport au monde urbain, devient donc un pharmacon, soit un poison, soit quelque chose qui va favoriser. Et aujourd'hui, ce concept de Human Smart City, c'est la possibilité de privilégier la haute qualité de vie sociétale, de transformer les modèles urbains, de transformer les modèles de chacune des fonctions que j'évoquais tout à l'heure, de se loger jusqu'à s'épanouir, et d'offrir un autre cadre de la vie urbaine qui met en question la chose qui est la plus délicate aujourd'hui, c'est que nos villes, qui ont une inertie très forte, puisqu'on a beaucoup de villes qui sont millénaires, en France et pas dans le monde, donc la cinétique des transformations, elle est très longue. Quand vous décidez de virer une autoroute urbaine, vous en avez pour 10 ans avant que ce soit un parc fleuri avec des lots, etc. Donc ça oblige à nous poser de vraies questions à profondeur dans quelle ville nous voulons vivre, nous, en tant qu'humains qui souhaitons un accomplissement qui permette d'aborder l'effet urbain de manière différente. Mais comme en même temps, on assiste à l'émergence des villes-mondes avec ses pouvoirs d'attractivité, ces villes sont brassées, ces villes représentent des points d'attraction de cultures qui viennent d'ailleurs. On arrive donc sur ce qu'on appelle l'immigration, on arrive sur le phénomène multiculturel, on arrive également sur le phénomène des cosmopolitisme, et donc on arrive à tous les phénomènes également des fragilités de la ville. Et la ville, elle est finalement le système artificiel humain le plus durable qu'il n'a jamais eu, puisqu'il a survécu aux royaumes, aux empires, aux famines, aux crises, aux guerres, aux États, et il le restera toujours. Par contre, la manière comme on vit dans la ville, elle représente vraiment un sujet majeur des transformations. Et la transformation, elle est d'abord sur l'innovation sociale, l'environnement dans lequel nous vivons, et la technologie ou les technologies joueront un rôle pivot ou pas en fonction de critères qu'on se donne de la manière qu'on veut vivre une ville. Vivre à Dubaï ou vivre à Abu Dhabi, ce n'est pas la même chose que vivre à Buenos Aires ou que vivre à Paris. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un choix politique à faire. Et le problème, c'est que nous sommes aujourd'hui dans des villes, quel qu'elle soit l'endroit au monde aujourd'hui dans sa majorité, qui ont été développées depuis donc, le début du siècle et depuis la naissance de la révolution industrielle dans un modèle fordiste, productiviste, basé sur la production massive et la consommation massive. Et tout ce qui représente la consommation massive a représenté un modèle des villes. Un modèle des villes qui est celui de la bétonisation, qui est celui de boulevards pour les voitures, qui est la voiture elle-même, qui est les énergies fossiles, qui est le pétrole. D'une manière dans laquelle on a séparé l'espace-temps
de l'homme par rapport à ses fonctions sociales. On habite loin et on travaille loin parce que on part des présupposés qu'en habitant loin, je vais peut-être avoir accès à un bout de nature et donc je préfère sacrifier mon temps. Voilà. Et donc c'est aujourd'hui le Fordisme qui est représenté donc par ce capitalisme donc industriel qui s'est exacerbé par la suite, qui a signifié une démarche de... Mais je préfère avoir du Fordisme parce que je connais également bien la Chine, je connais également la Russie, et ce n'est pas uniquement un modèle, je dirais, et strictement donc, le capitalisme de l'État le produit aussi. Donc j'ai vu des images, j'ai été à Athènes à une conférence où j'avais par exemple les quartiers des scientifiques à Pyongyang, donc en Corée du Nord, et j'ai des filles quiconque a passé une journée là-bas sans devenir dingue, parce que ce sont tous ces modèles comme ce qu'on voit dans les films, les éternels. Donc aujourd'hui, les défis pour tous les gens qui travaillent sur la problématique des villes, c'est cette ubiquité aujourd'hui représente finalement et un défi sur la manière que nous pourrons recréer à notre manière de connecter les gens. L'ubiquité aujourd'hui devient souvent dans les mondes urbains un instrument de déconnexion sociale, plus de connexion sociale, mais peut-être que j'évoquerai tout à l'heure pour ne pas monopoliser la parole. Thierry Méranger, est-ce que le cinéma parvient à s'affranchir de cette vision fordiste de la construction des villes? Parce que vous le disiez tout à l'heure, on a tous ces exemples de films qu'on a vus plus jeunes, ou même juste des images oui, de ces grandes tours, de ces autoroutes, etc. Alors, s'affranchir, il y a deux façons de s'affranchir. Il y a évidemment traiter carrément un autre sujet ou cultiver d'autres champs, dirais-je de façon provocatrice. Et puis, il y a l'aspect qui serait beaucoup plus un aspect de dénonciation, qui est somme toute très très classique au cinéma. Donc cette idée effectivement de l'isolement de l'humain dans la ville, de la solitude paradoxale, voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve depuis, je sais pas, il y a des centaines, des milliers de films, Macadam Cowboy ou des choses comme ça. Isolement ou création de classes et de catégories de population aussi. Oui, tout à fait. Alors j'aurais tendance à penser que malgré tout, il y a une vision de la ville qui est quand même, grosso modo, qui reste un peu stéréotypée parce qu'on s'intéresse quand même toujours un petit peu à l'hypercentre et à la banlieue. Donc il y a quelque chose, moi ce qui me paraît manquer un petit peu, ce sont les zones intermédiaires. Ce qui est ville, alors jusqu'où est-on ville? C'est un problème aussi. La question se pose avec acuité de la frontière. Où commence la fin de la ville. Donc que fait-on des zones pavillonnaires, par exemple? Citons qui peut citer des dizaines de films qui se dérouleraient dans les zones pavillonnaires. Il y en a très très peu en fait. Ou alors on part vite de cette zone pavillonnaire pour rejoindre la ville. Eh ben exactement. Et donc on a ce côté dortoir finalement. On va le retrouver par l'absence d'une certaine façon, à contrario, on va dire. Ensuite, je pense qu'il y a des tentatives qui évoquent, on va dire, la question des possibles dans la ville, du fractionnement, des films qui vont jouer davantage sur, on va dire, l'explosion du personnage urbain, d'une certaine façon. Ce personnage qui pourrait être multiple. Il y a un film que j'ai envie de citer, parce que voilà, ce qu'on a dit m'y fait beaucoup penser, c'est Holy Motors de Léos Carax, qui, je pense, peut s'inscrire dans ce type de réflexion. Et c'est un film qui est proposé au festival. Voilà, donc il y a une volonté peut-être de proposer formellement, ne serait-ce qu'au niveau scénaristique, un autre regard sur la ville. Et puis par ailleurs, à partir du moment où tout au cinéma finalement est métaphore ou possiblement métaphore, on va voir des villes, des villes-mondes dans ce sens où les villes deviennent des planètes en quelque sorte, des planètes parce que on va reconstituer une ville qui est elle-même en mouvement. Il y a un film qui je pense illustre cela, c'est le Snowpiercer de Bong Joon-ho, où on a une ville
littéralement dans un train. Et ce train qui fait le tour de la Terre en même temps. Ça me paraît assez intéressant. Je parlais des villes comme 2001, l'Odyssée de l'espace. Là, je viens de voir un film qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle Aniara. C'est un film suédois de Pela Kagerman, qui raconte comment, suite à une expédition sur la planète Mars, hein, la Terre est censée avoir épuisé toutes ses ressources, et ses recettes aussi. On va transporter des gens sur la planète Mars, puisque maintenant il faut trouver d'autres pistes, et on les envoie sur une sorte d'énorme, monstrueux paquebot vaisseau spatial, en quelque sorte, qui est une sorte de centre commercial. Ce centre commercial, il va vers Mars, et puis évidemment, c'est du cinéma, il faut bien qu'il y ait un incident, et la ville, en quelque sorte, échappe justement à... le vaisseau n'est plus gouvernable, en quelque sorte, et à jamais, on comprend que ce vaisseau va errer. Cette ville va errer loin de toute planète. Et cette ville va reconstituer, recréer un monde. Et ce que ce film interroge précisément, c'est la possibilité de créer un monde, une structure autre que celle que nous avons connue jusqu'à maintenant. Et ça va évidemment intégrer tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant. Alors ça, c'est en termes de scénario, mais en termes de mise en scène. En termes de mise en scène, c'est tellement varié qu'il est quand même assez difficile. Il y a des choses qui sont récurrentes malgré tout ? Il y a plutôt j'ai envie de dire que c'est au niveau du montage. Il y a un montage extrêmement traditionnel de la ville, qui ferait qu'auparavant, c'est d'ailleurs le principe du cinéma, on commence par un plan large et puis on va grosso modo entrer dans l'intériorité des personnages. Donc ça, la ville n'y échappe pas, évidemment. Je dirais qu'aujourd'hui, on va avoir plutôt un cinéma qui nous fait entrer in medias res, comme auraient dit les latins, c'est-à-dire qu'on est tout de suite dans l'immersion. Je pense par exemple au cinéma qui est très représenté aussi ici, au cinéma des frères Safdie. Avec les frères Safdie, on ne sait pas forcément immédiatement, alors évidemment on sait qu'on va être à New York parce qu'on les connaît eux aussi, mais on serait parfois dans certaines scènes en peine de trouver des plans larges, ou voilà, on peut cultiver le gros plan, voilà. Mais ce serait vraiment abusif de ma part de dire que c'est une constante. D'autres cinéastes préfèrent filmer la ville autrement, en montrant un petit peu à la Wes Anderson des villes comme des maquettes, en quelque sorte. Mais montrer une ville comme une maquette, c'est aussi une façon de répondre à cette question, j'imagine. Est-ce que, et là peut-être que vous pouvez tous les deux répondre, mais cette ville du XXIe siècle est marquée par des risques d'uniformisation. On parlait tout à l'heure d'américanisation, hein, avec vous, Carlos. Peut-être pour répondre. Tiens, Carlos. Oui, la question est tout à fait pertinente parce que cette notion que j'évoque de culture transmédia urbaine, aujourd'hui fait beaucoup de dégâts, notamment par rapport à ce que j'appelle les urbanités, c'est-à-dire l'identité que l'urbain a avec son territoire géographique dans lequel il habite, soit parce qu'il est né là de plus en plus, soit parce qu'on se retrouve à y habiter. Et donc ça me ramène à deux choses, y compris par rapport au cinéma, qui pour moi sont très importantes aujourd'hui, c'est-à-dire que si dans la vie urbaine du XXIe siècle, on n'est pas en capacité de développer une nouvelle urbanité par rapport à une fierté de vivre dans une ville tout en étant ouvert au monde. Et nous allons donc vers des systèmes très, très anxiogènes qui génèrent beaucoup de rejets, beaucoup de peurs. On le voit, la montée de l'intolérance, des rejets de l'autre dans les villes, pas uniquement les immigrés et les réfugiés, mais tout simplement de l'autre. Edgar Morin, maître et ami, dit quand on ne dit pas bonjour à quelqu'un, ça veut dire qu'il n'existe pas. Dire bonjour à quelqu'un, c'est lui dire tu existes. Et ça s'est fait avec la parole, lui donnant la main, ou un abrazo pour ceux qui sont en Amérique latine. L'ubiquité ne permet pas de faire ça.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, le défi, c'est de construire des nouvelles urbanités. C'est pour ça que l'espace public, les lieux de brassage, les lieux de création, les lieux de fabrication, parler avec Norbert tout à l'heure et les amis du Fab Lab, c'est-à-dire comment on fabrique la ville. Et au-delà de fabriquer, comment on recrée des émotions. Et donc, je suis aujourd'hui très attaché à ce que j'appelle la géographie urbaine des émotions. Si on n'est pas capable de régénérer une nouvelle géographie urbaine des émotions, on va dans les murs, parce qu'on a des gens qui se détachent du sentiment d'appartenir à la ville, et dans ces cas-là, l'intolérance devient très forte. Ou les sensibilités, c'est-à-dire le fait que si les vélos, il n'est plus attaché comme un cheval avant un poteau, mais qu'il est tout seul, et donc il m'appartient, je l'amène, et je me débrouille pour cisailler les petits cadenas, donc je parle de dockless ou de free floating, et vous avez vu que dans beaucoup de villes, donc les premiers gobi bikes verts qui sont arrivés, ils n'ont même pas fait une semaine, les vélos verts, parce qu'ils ont été en proie du vandalisme le plus total. Là, OVO, il vient de se retirer, parce que il y a ce manque des civilités urbaines qui conduit à un détachement. Et c'est pour ça que la géographie urbaine des émotions est essentielle. Et les arts jouent un rôle important, y compris le cinéma en premier lieu. Deuxièmement, il y a un concept qui m'est très cher, j'en parlerai probablement tout à l'heure quand on fera l'introduction du film Les Éternels, parce que c'est quelque chose qui ressort très fortement de ces films et qui m'a beaucoup, beaucoup touché, qui est donc quelque chose qui est peu connu en France, mais auquel je suis très attaché au niveau de mes recherches, qui est la topophilie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un mouvement qui s'est produit donc autour du topos, qui est les lieux, et autour, donc en grec, la chora, qui est donc les préceptes, les mondes aristotéliciens, donc et les mondes platoniciens. Donc Platon, c'était les maîtres, donc le monde idéal, et Aristote, donc c'était le monde concret, et aujourd'hui, donc le topos, c'est les lieux dans lesquels nous habitons. Le chora, il devient ubiquitaire, c'est-à-dire on a accès au monde entier au travers donc son smartphone. On se détache de cette identité territoriale. Aujourd'hui, on est capable, avec la cartographie, d'être à New York ou d'être à Paris et de savoir qu'est-ce qui se passe à New York ou à Paris ou à Rennes, puisque nous sommes aujourd'hui à Rennes. Et donc, entre les deux, il y a un chaînon manquant qui se perd, qui est cette notion de topophilie, c'est-à-dire topophilie, je suis ami du lieu, l'amitié par rapport au lieu. Et la topophilie aujourd'hui, il y a les chaînons manquants, parce que finalement, c'est de se dire où j'habite, comment j'habite, qui sont mes proches, où est la beauté du lieu où j'habite, où est la qualité de là où j'habite, et qu'est-ce qui me rattache au lieu. On en revient à la fierté urbaine. Et on devient à la fierté urbaine, on revient au phénomène du gilet jaune, où donc finalement, c'est les ronds-points qui viennent remplacer la circularité de la vie. Et je suis en train d'écrire un article qui s'appelle « Le gilet jaune ». Donc, l'échec de l'économie circulaire, l'échec de la vie circulaire, parce que dans le rond-point, donc, on recrée un nouvel univers, puisque la circularité de la vie, finalement, c'est la capacité à développer d'un espace-lieu convergent des fonctions de la vie urbaine qui passe avant tout par la socialisation. On le disait avec Sébastien Séméry il y a un instant, les problématiques, c'est que les gens aujourd'hui, ils se crèvent donc pour habiter dans quelques mètres carrés, mais quand on habite dans quelques mètres carrés, on n'habite plus dans la ville, parce que son argent, il passe pour payer le logement ou pour payer la traite. Vous avez vu l'étude qui est sortie il y a 15 jours sur donc, les gens qui gagnent moins de salaire médian, 2 000 euros. Donc, l'essentiel de leur revenu, il passe dans les logements, ensuite l'alimentation, le transport et l'ubiquité Internet. Et donc, ils n'habitent plus. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut bouleverser totalement le modèle du logement, le modèle des services. Je lui dis au ministre de Normandie, quand on m'a invité faire les bilans d'Action Logement, en disant aujourd'hui, il faut que les gens puissent habiter dans un lieu et partager la vie. On ne partage plus la vie, c'est-à-dire que la notion des socialisations urbaines, elle est en train donc, de produire un phénomène de désagrégation. D'un côté, la gentrification, pour ceux qui sont au-dessus du salaire médian, et de l'autre côté, de l'exclusion. Voilà. Et donc, la perte, l'absence de la géographie urbaine des émotions fait que le problème donc, devient, avec les années, de plus en plus fort dans une espèce de désagrégation urbaine, qu'il ne faut pas s'étonner que donc la ville, elle devient ce qui disait Italo Calvino avec son livre en 1962, que je vous invite à lire, Les villes invisibles, où en fait, aujourd'hui, on ne peut plus parler d'une ville, on va parler des villes qu'il y a dans la ville. C'est ce qu'on appelle les villes invisibles, et dans lesquelles il y a plusieurs sortes. Mais celle qui s'est perdue, celle qui est en train de disparaître, c'est la ville du désir,
c'est la ville de la mémoire et c'est la ville des émotions, qui pourtant sont des composants essentiels pour l'être humain que nous sommes. C'est pour ça que quand je parle de Humanism-City, je ne parle pas uniquement de l'humain qui respire avec son cœur qui bat, aussi celui qui respire avec un air pur et qui boit de l'eau qui est correcte, mais également celui qui est capable de s'émouvoir, parce que l'émotion représente une capacité pour pouvoir se projeter dans l'autre au travers de l'altérité. Et tant qu'on n'a pas récupéré cette notion d'altérité, à ce moment-là, donc cette espèce d'égotisme humain devient extrêmement difficile à gérer. Et donc, il ne faut pas s'étonner que des urbains finissent par voter pour des fous furieux, on ne peut pas appeler autrement, néo-fachos, néo-conservateurs, etc., qui ont des discours complètement difficiles à comprendre de manière rationnelle, mais qui emportent la bataille de l'émotion. C'est ce qui se passe avec Trump aux États-Unis d'Amérique. C'est ce qui se passe à Bolsonaro au Brésil, pour ceux qui connaissent très bien le Brésil. C'est ce qui se passe donc en Italie. C'est-à-dire que la bataille des émotions, ce n'est pas une histoire de fake news. Ce n'est pas une histoire d'une bulle qui a été créée sur Internet. C'est effectivement un instrument, au travers des fake news, de développer des sentiments très basiques, et on appelle ça donc juste voir la ville, ou voir la vie urbaine, ou voir la vie tout court au travers des titres. Mais derrière, et ce qui nous échappe, c'est le fait que ça crée un sentiment d'émotion, et ça crée une géographie des émotions, mais une géographie des émotions basée sur le rejet de l'autre. Parce que du coup, l'émotion qui traverse ces mondes-là, c'est « je veux faire l'Amérique plus grande », je veux que le Brésil soit l'ordre du progrès, je veux faire que l'Italie soit aux Italiens, que l'Hongrie soit aux Hongrois, que la Pologne soit aux Polonais, et le reste, donc, fuck you. Et cette géographie des émotions, elle est primaire. C'est-à-dire que la partie la plus humaine, qui est la nôtre, c'est notre capacité à nous émouvoir par rapport à la lumière, la nature, le paysage, l'eau, etc., disparaît, parce que la vie urbaine, dans les paradigmes fordistes, a séparé la nature, comme dit Edgar Morin, on a séparé ce qui était naturellement lié. Donc une vie urbaine qui est devenue minérale, qui est devenue dédiée aux voitures, qui est devenue dédiée aux énergies fossiles, elle a perdu la biodiversité, elle a perdu la nature, elle a perdu l'eau, elle a perdu la capacité à s'émouvoir. Et donc, tant que cette émotion est absente, nous aurons du mal à tisser derrière le lien social. Mais cette émotion, elle doit aller de pair avec le fait qu'on accède à un travail correct, à partager des revenus qui soient corrects, à avoir une solidarité et avoir une expression. Et c'est pour ça que je crois beaucoup dans les milieux artistiques que je fréquente également, sur le fait qu'on doit être traversé par une nouvelle fabrique des émotions, et je l'appelle la géographie urbaine des émotions. Et la topophilie, pour moi, représente un drapeau que nous permet de recréer cette espèce de lien entre l'amour pour un lieu, mais ouvert aux autres. Donc ça veut dire que la dimension ultra-locale va devenir presque la norme pour s'épanouir dans ces villes intelligentes ? La norme, je ne sais pas, parce que je ne suis pas trop, je dirais, pour standardiser les comportements, mais je pense que c'est la chance. Je dirais que ce que j'appelle le jour de la proximité, et qu'a tombé l'ubiquité, ce que j'appelle dans mes travaux l'hyperproximité, j'appelle ça la ville des quarts d'heure, c'est-à-dire j'ai dit qu'il faut réinventer ce qu'on appelle la chronotopie, réinventer les chrono-urbanismes, c'est-à-dire rapprocher l'espace et des temps des fonctions sociales et des émotions. Et quand on est capable de rapprocher les tout sur un quart d'heure ou 30 minutes à une mobilité douce, là, on crée les conditions pour avoir ce que j'appelle la ville heureuse, la happy city et des happy citizens. Et donc, cette approche hyper locale permet de régénérer donc, des nouveaux émotions et des nouveaux sentiments qui se font dans le respect de l'autre et qui, par une granularité liée par des maillages, permet de régénérer des nouvelles identités urbaines, mais ouvertes au monde. Notre risque aujourd'hui, c'est que donc on a une macro-granularité étatique qui ne satisfait pas donc ce registre de la qualité de vie et des émotions. Donc, du coup, les gens, ils n'éprouvent plus les émotions, ils sont sur la qualité de vie, mais le système ne les satisfait pas, parce qu'on est croissance dette, et donc 3 points ou 1 point ou 0,5, c'est X points de chômage, et donc les émotions sont circonscrites à ça. Et donc, ça devient extrêmement angoissant, et ce qui provoque cette notion de rejet, donc, qui, au niveau de l'État,
il dit, voilà, la France aux Français, mais en sachant que les gens qui le disent sont des endroits dans lesquels ils n'ont jamais vu un étranger de leur vie. Donc, je parle des territoires que je connais très bien, dans lesquels ils vivent dans un monde donc, urbain, dans lequel ça, il ne se passe plus ça, mais c'est parce qu'ils sont rattrapés par ces sentiments d'émotion. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gouvernances locales, les gouvernances métropolitaines en particulier, ce sont pour moi les remparts, les derniers remparts face à ça. Si ces remparts, ils cèdent, c'est ce qui s'est passé au Brésil, quand le maire de São Paulo, social-démocrate, a été battu et qu'à la place, il y a un évêque d'une église évangélique qui brûlait les livres donc 4-5 ans avant et qui disait que l'homosexualité, c'était une maladie, et qui est devenu le maire de São Paulo, ça veut dire qu'on a perdu une grande partie de notre combat en tant qu'humaniste, en tant qu'intellectuel, pour une ville qui est 25% du PIB, de la deuxième puissance mondiale. C'est pour ça que la responsabilité que nous avons aujourd'hui, elle est énorme. Et c'est pour ça que par rapport au grand débat, ce qui passe en France avec les Gilets jaunes, avec les présidents de Macron, j'étais un de ceux qui, depuis plus de 18 mois, disons, il faut maintenant qu'on aille dans une décentralisation très forte vers les territoires pour que les territoires soient les lieux dans lesquels on construit donc une capacité qui soit triple d'inclusion sociale, d'inclusion écologique et d'inclusion économique. Si on perd ces combats, on est foutu. Et donc on ira, comme d'autres pays, qui vont sombrer petit à petit dans un conservatisme, puisque ça devient l'émotion du rejet et pas l'émotion de la qualité de vie. Alors selon vous, est-ce que ce contexte international que vous venez de nous décrire peut avoir des conséquences sur l'harmonie qu'il peut y avoir entre les villes-mondes ? Oui, tout à fait. C'est une excellente question. Je crois beaucoup aux liens, comme je disais, vertueux entre les villes. J'ai investi énormément pour créer des liens entre des villes qui ont cette vision de la qualité humaine et de la harmonie humaine. Et donc, je pense que l'extraterritorialité des villes aujourd'hui est un atout mondial. C'est-à-dire quand on a des lieux comme le C40, quand on a des lieux comme Métropolis, quand on a des lieux comme CGLU, qui est l'Union mondiale des collectivités locales et territoriales. Ce sont des lieux fantastiques pour véhiculer justement une autre géographie des émotions. Par contre, et ce qu'il faut maintenant, c'est que ces lieux donc, dans lesquels ces rencontres se produisent puissent réjaillir sur des nouvelles pratiques urbaines locales, des transformations. Mais je le vois dans le cas de la Chine, par exemple, on verra un film tout à l'heure, c'est quand même le lieu dans lequel la vie urbaine se transforme en profondeur. Shenzhen, qui aujourd'hui est une ville où les 23 millions d'habitants, quasiment 25, les produits PIB classique étatique versus population les plus forte au monde, c'est une ville qui, à 20 ans, c'était un terrain vague. Aujourd'hui, Shenzhen plus Mexico plus New York, c'est la totalité de la France plus l'Allemagne, pour donner juste un ordre d'idée, pour signaler l'importance qu'ont ces villes-là. Et donc, Shenzhen, par exemple, appartient, c'est certes des villes de C40, et malgré la verticalité chinoise, il y a des choses qui se passent extrêmement intéressantes en termes donc d'énergie renouvelable, en termes donc de suppression du diesel, en termes donc de nouvelles mobilités, parce qu'il y a un cercle vertueux qui a été créé, qui joue un effet d'amortisseur et qui joue un effet également de fédérateur des nouvelles énergies. Et on a intérêt aujourd'hui à développer une internationale des villes qui croient à la qualité de vie plutôt que laisser prospérer l'international des néoconservateurs, souvent néo-fachos, carbophiles. Parce qu'il se joue la survie de l'humanité. Vous avez vu la semaine dernière, moins 40 au nord de l'Amérique. En Nantucket, les photos sont impressionnantes parce que les vagues, elles sont gelées. La laine des gens est gelée. Et partout, donc c'est la glace et la neige. Et en Australie, vous l'avez vu, plus 45. Donc une canicule absolument terrible, des pluies torrentielles, les sols totalement imperméabilisés, donc des inondations. Les animaux cherchent de la fraîcheur. Vous avez vu ces photos impressionnantes des serpents accrochés aux vitres des maisons et aux portes des maisons parce que c'est frais. Et les crocodiles qui nagent dans des rues parce qu'il y a de l'eau et ils se promènent là-dedans. C'est ça le monde dans lequel aujourd'hui, face au changement climatique, nous sommes aujourd'hui confrontés. Moi je l'ai dit, et c'est le cas aussi en France, dans les Grands Est, c'est un plateau qui est très continental. Si ça continue comme ça, dans 20 ans, les Grands Est sera invivable. Les nouvelles batailles urbaines seront dans les décennies à venir autour de nouveaux luxes urbains qui vont être très basiques,
Les nouveaux luxes urbains, c'est avoir de l'air propre, avoir de l'eau propre, avoir de l'ombre, avoir du temps et avoir de l'espace. Parce que c'est les 5 choses qui sont en voie de disparition. Notre air est pollué, l'eau, on a une stress hydrique très forte, il y a même des villes dans lesquelles c'est un réel problème. L'ombre, parce qu'il y a des moins en moins avec la minéralité urbaine. Le temps, parce que la notion d'espace-temps a été dissociée dans les fonctions sociales. Et les silences, parce qu'on est noyé par la hypercommunication qui balance en permanence du bruit et qui enlève donc la capacité à discerner soi-même par rapport aux émotions. Et donc le silence est indispensable pour pouvoir se retrouver autrement. Et vous voyez, ça c'est des nouvelles batailles urbaines, mais ça demande, et ça je finirai par là, quoi qu'on en dise, une volonté politique des gouvernances locales pour aller de l'avant. Et parfois, cette volonté politique, ce n'est pas à Sébastien Séméry que je vais l'apprendre, demande du courage, demande de gens qui ont des visions, demande de gens qui veulent aller de l'avant et qui ne veulent pas céder ni à la vogue populiste, ni à la facilité. Rien de plus simple qu'arrêter dans le populisme et dire je continue à faire l'autoroute, allez-y, roulez-y, hop, on y va avec chacun avec sa bagnole, etc. Et donc cette volonté politique des gouvernements locaux, quand on a l'extraterritorialité des villes et qu'elles sont un réseau, permet effectivement de créer quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est une émulation dans laquelle c'est possible. Quand vous allez à Tokyo, ça fait 15 ans qu'elle disait les bannis. Quand vous voyez les rues à Tokyo dans lesquelles vous avez l'impression d'être dans un petit village du fin fond du Japon et que vous êtes dans une ville de 35 millions d'habitants, on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est extrêmement intéressant la manière comme ça a été recréé. Vous allez à Madrid, à Rio Manzanal, et ça a été retrouvé. Donc c'est devenu la grande via totalement piétonne. Quand vous allez à Séoul, une ville hyper technologique, et vous voyez que la rivière qui avait été enfouie pour construire une autoroute urbaine de 14 lanes donc, a été dynamité carrément et qu'on a retrouvé aujourd'hui un parc urbain de 10 km et qu'on a retrouvé l'eau et que c'est devenu une promenade urbaine extrêmement géniale. Quand vous allez à Rio et que donc à Rio, le maire Eduardo Paes, il a dynamité, vous pouvez voir sur YouTube le moment où c'est produit, toute l'autoroute urbaine qui longeait toutes les plages, des Copacabana jusqu'à Ipanema, etc. Boum, dynamite, par terre. Voilà. Quand vous allez à San Francisco, et on peut continuer comme ça, la liste est longue, heureusement, y compris en Chine, ça crée une émulation, on s'est dit, zut, merde, on peut changer les choses. Voilà. Quand vous rentrez chez vous et que vous avez vos électeurs commencent à râler, quoi, je ne peux pas aller avec ma bagnole, alors là, je vais mettre une demi-heure, machin au piquet. Voilà. Donc ça demande un courage politique, et souvent, effectivement, c'est la grosse difficulté, c'est qu'on cède face à cette facilité, et en quelque part, on conduit. Si les villes vont à la perte, l'humanité va à sa perte. Thierry, je vous pose une dernière question. Ensuite, un micro circulera dans l'auditorium. Maintenant qu'on a compris ce qu'était ce concept de Smart City, on aurait pu encore détailler un peu plus. Est-ce que vous avez en tête des films qui illustrent comme ça ce mouvement des villes qui ont décidé d'aller à l'encontre du pessimisme ou de l'obscurantisme? J'ai envie de dire qu'il y a peu de modèles positifs en fait qui sont portés par le cinéma. D'abord parce que le cinéma étant par ailleurs ou surtout une industrie, il faudrait trouver le moyen de les financer, ces films. Et le problème majeur, il est là. Donc on va avoir quelques films qui auront moins de moyens, qui seront moins diffusés, des films qui seront dès leur naissance un peu outsiders et qui sont somme toute beaucoup moins nombreux et beaucoup moins visibles. Combien de films qui évoquent véritablement avec une intrigue digne de ce nom les périls d'ordre écologique. Je ne sais pas, moi, il y a un film qui me vient à l'esprit qui n'était que partiellement urbain, c'était Woman at War de Benedict Erlingsson, le film islandais. Mais que pèse le film de Benedict Erlingsson qui se retrouve à Cannes, c'est vrai, mais dans une sélection parallèle par rapport au succès de Fast and Furious. Enfin, voilà, donc ça c'est l'éternelle question du cinéma qui se trouve posée là. Donc pour l'instant on appelle, mais c'est aussi parce qu'il est beaucoup plus
difficile de construire quelque chose qui pourrait être un peu utopique au cinéma, dans le sens où on pourrait avoir une véritable proposition. C'est extrêmement, extrêmement compliqué. On ne sait pas d'ailleurs comment le public recevrait ce type de film. En revanche, il y a un esprit critique de cinéaste qui continue à travailler cette matière qu'est la ville pour montrer combien elle mène à une forme de déconstruction d'un certain nombre de schémas. Le plus connu, le plus évident, c'est la Palme d'Or de Cannes, c'est Koreeda, qui fait un portrait, un tableau plutôt de Tokyo, qui est quand même au vitriol d'une certaine façon. Et la preuve, c'est que pour la première fois, le Japon, qui a une Palme d'Or, refuse pratiquement cette Palme d'Or. Koreeda est extrêmement mal reçu par les autorités parce qu'il montre un Tokyo qui n'est pas le Tokyo qu'il devrait montrer, parce qu'il montre l'arrière-cour en quelque sorte. Tout n'est qu'une question de faux semblants, et le cinéma une nouvelle fois dénonce les faux semblants. Donc j'ai envie de dire que je ne prétends pas connaître tous les films, il y a très certainement des choses qui se font, et puis il faudrait aussi pouvoir parcourir, étendre évidemment, on étend le cinéma à tout ce qui se tourne. Donc aujourd'hui, il est encore moins possible que jamais de tout connaître. Il faudrait voir ce qui peut se faire sur Internet, notamment. C'est une autre question importante. Mais j'ai envie de dire que le cinéma, dans ce qu'on peut connaître de son aspect commercial, dans les films qui sont diffusés, et pourtant en France, nous avons beaucoup de chance, nous sommes le pays le plus chanceux de ce point de vue, condamne, on va dire, ce regard à la marge. Alors, moi, je citerai quelques films français, notamment, qui vont combiner ces trois termes de désir, mémoire et émotion, puisqu'on revient un petit peu à ce festival. Je pense particulièrement au cinéma de Michael Herz, qui est représenté ici. Ce sont des films, évidemment, sur un mode mineur, volontairement mineur, au sens musical du terme, mais qui vont évoquer, dans des milieux par le biais d'explorations qui ne sont absolument pas évidentes, toujours des zones urbaines, mais intermédiaires. Comme je le disais, pas forcément l'hypercentre et pas forcément non plus la banlieue avec ce qu'on appelle les cités. Des films qui vont distiller le désir, l'émotion. Donc il y a une volonté chez certains cinéastes aujourd'hui de retrouver quelque chose qui tient un petit peu de l'héritage de la nouvelle vague en cela. Je pense aussi à un film qui n'est pas dans le festival mais qui vient de sortir, un film assez fragile qui s'appelle L'amour debout de Michael Dacheux. C'est un film qui se tourne dans Paris, mais c'est un Paris qu'on a presque jamais vu en quelque sorte. Et on commence avec une femme, une héroïne, dont le métier est d'être guide, justement, et donc de guider des personnages dans Paris, et dans un Paris un petit peu inédit. Alors évidemment, c'est pas ce type de scénario qui va faire avancer la cause. Soyons clairs, quel scénario, quel film lui-même peut prétendre avoir fait avancer au sens où avoir changé la législation d'un pays. Voilà, on reste dans le rêve. Je dirais qu'il y a quelques pistes, mais qui pour l'instant donc sont quand même, qui restent à mon sens assez fragiles, d'où la nécessité pour le public, dont je sais que les gens ici font partie, de les soutenir évidemment. Alors peut-être que vous avez dans le public des questions, des interpellations pour nos invités. Il y a deux micros qui circulent, donc n'hésitez pas à lever la main. Oui, monsieur. Bonsoir. Merci pour toutes ces présentations. Du coup, par rapport à la technologie, vous avez beaucoup parlé de la technologie et que ça pouvait créer plus d'individualité, enlever des liens sociaux. Mais la technologie est de plus en plus présente, accélère de plus en plus. Du coup, comment demain, est-ce que cette technologie peut être liée à la nature, à la biodiversité, à l'humain, et peut-être des exemples, comment ça peut être lié ? Oui, tout à fait. Je disais très exactement que la technologie, on peut la considérer comme un pharmacon, dans le sens grec du terme. C'est-à-dire qu'un pharmacon, c'est quelque chose qui peut être en même temps présent et en même temps remède. Voilà. Donc, ça me ramène à
Ésope, la fameuse fable d'Ésope, qui dit à son cuisinier, il y a mon pire ennemi qui arrive, donc prépare-moi ton pire des plats, il lui prépare de la langue, et après il lui dit, il y a mon meilleur ami qui arrive, voilà, prépare-moi un plat, il le prépare de la langue aussi. Voilà, donc la langue du bœuf, voilà, donc histoire de dire, voilà, on peut faire les meilleurs et les pires avec. C'est cette notion des pharmacons. Donc, la technologie, aujourd'hui, elle se trouve traversée par cette ambiguïté qui, elle, peut être en tant qu'outil. Parce que la technologie, notamment donc, ubiquitaire, tout ce qui est lié donc, à l'information, et là, au XXIe siècle, quelque chose de très particulier, c'est qu'elle obéit à des avancées scientifiques. La technologie, elle n'est pas percée. La technologie, elle vient parce que on maîtrise des fondamentaux scientifiques. Si on maîtrise donc, les transistors, on a donc les ordinateurs, le silicium, donc on est capable de développer des algorithmes parce qu'on fait des mathématiques, parce qu'on connaît les fondamentaux de l'algèbre. Si on fait le codage, c'est parce que tout ça, ça devient des mouvements des électrons, les 1 et les 0, etc. Donc il y a cette double particularité, c'est qu'en même temps c'est une science et en même temps c'est un outil. Donc le monde aujourd'hui doit jouer avec cette double particularité. Plus on est capable d'avancer sur la science, dans le sens général du terme, plus on maîtrise la technologie, et à ce moment-là, plus ça peut devenir un instrument de domination, ou alors, plus on s'empare de la technologie. Pour la rendre indépendante de ce instrument de domination, pour être à ce moment-là un élément de développement par rapport à cette notion qui m'est très chère, des biens communs. Quelle est la frontière qui sépare la technologie de l'usage en tant que domination par rapport à une certaine manière de voir le monde ou par rapport à être contributive du développement du bien commun. Quand vous prenez le cas de la Chine, par exemple, où la technologie est omniprésente. Quand il y a 30 ans, je suis allé en Chine énormément de fois, il y a 30 ans, et tout le monde était en vélo, en col Mao, et il n'y avait même pas d'échiquier, etc. Ils sont passés de l'absence de toute manière de paiement à uniquement payé par WeChat ou Alibaba Pay, avec son téléphone, avec des codes QR. Même pour un parapluie, on s'est promené à Shanghai, j'étais il n'y a pas longtemps, il pleuvait, les gens ont le téléphone, ce n'était pas mon cas, parce qu'il faut être WeChat. Les parapluies étaient accrochés aux rambardes, on met son code QR, les parapluies se détachent, on se promène avec les parapluies, quand on n'a plus besoin, on le pose à la rambarde et le truc est fermé, et je vais éviter quelques yuan. Donc ça, c'est des choses qui sont liées au numérique, aux plateformes numériques, qui sont totalement omniprésentes. Donc aujourd'hui, les débats qui se posent, tout simplement, c'est de dire quelle est la part de la technologie en tant que bien commun qui peut contribuer à la qualité de vie et quelle est la part de domination. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel du numérique et des plateformes, par exemple, sont liés à des intérêts privés, donc les grandes plateformes numériques, donc Google, Apple, si je prends c'est des cas Amazon pour le commerce, donc les GAFA ou les GAFAM, et de l'autre côté, les Bataxi, donc Baidu, Tencent, Xiaomi, et Alibaba, côté chinois, et que donc nos vies urbaines, elles sont traversées par cela. Je mène un combat sur la qualité des vies dans des villes, à Paris où j'habite en particulier, et avec la maire Anne Hidalgo, que je soutiens dans un certain nombre de combats, pour réinventer le commerce et les proximités, dans cette notion donc de retrouver la qualité de vie dans la ville. Mais les principaux ennemis que nous devons combattre là-dessus, c'est nous-mêmes. Parce que le réflexe de facilité, c'est commander les bouquins chez Amazon. Ou de commander les tomates que je n'ai plus, j'ai vu les gens le faire, et donc à Amazon, parce qu'il y a un service premium qui, en une heure, vous le ramène. Et toute la chaîne qui est créée par cet acte de clic, ce n'est pas le commerce électronique, c'est de l'intoxication totale, puisqu'on conteneurise le monde, et on conteneurise nos hyperproximités dans le lieu, les entrepôts, et on vide le commerce de proximité. Et donc, allez vous-même donc vous dire non, je ne commande pas sur Amazon. Je voulais acheter un bouquin qui s'appelle Poésie et architecture de la ville, parce que je travaille actuellement sur la géographie urbaine des émotions. Il s'avère que je l'ai acheté sur Amazon, donc il va arriver demain soir chez moi, parce que c'était impossible de le trouver dans une librairie. Sur Amazon, il l'était. Donc, tant qu'on est sur ces modes de fonctionnement, vous vous rendez compte, par rapport au CO2, par rapport à la chaîne de la valeur, par rapport à l'acte d'inclusion sociale, par rapport à l'acte urbain, par rapport au trafic jam, donc les bouchons qui sont générés, rien que par cet acte anodin, là, déjà, j'ai à me lacérer toute la semaine. Et ça, élevé à très grande échelle, ça devient un ennemi
est également majeur. Par contre, c'est sûr que la technologie, on a parlé avec Norbert et les amis tout à l'heure, avec les Fab Labs, les niches connectées qui connectent avec la nature, l'open data qui permet de savoir où sont les livres pour mieux le gérer, et la télémédecine pour aider à mieux détecter des maladies sur lesquelles on peut prédire leur développement avec des techniques algorithmiques et mathématiques, c'est tout à fait intéressant. Mais il faut garder cette idée du pharmacon, et dans ces cas-là, mais concernant, c'est un combat qui dépasse la technologie, parce que c'est un combat des visions politiques du monde urbain que nous avons ou que nous n'avons pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Peut-être qu'on peut revenir justement sur cet aspect local de l'économie aussi, hein, qui fait partie de la Smart City. Ça signifie que les rôles aussi de chacun dans la ville doivent changer pour la développer, cette économie locale. Tout à fait. Moi, je vous invite, en fait, je fais partie des gens qui étaient très, très surpris par les succès du film de Cyril Dion, avec Mélanie Laurent, donc au Demain, qui a été en fait un best-seller. Enfin, je ne sais pas comment on dit dans le monde du cinéma, c'est un best-seller, on dit. Voilà. Donc, ça a été vraiment partout où je passe dans le monde. J'ai la chance d'être un peu présent dans beaucoup de lieux dans le monde, pratiquement en permanence. Et quand on dit demain, voilà, tout le monde dit demain, quoi. Donc, ils ne disent pas mañana, ils ne disent pas tomorrow, ils disent demain. Donc, Cyril Dion, alors là, quand on dit, j'ai dîné avec Cyril Dion il y a 3 semaines, alors là, on le regarde comme un extraterrestre. Ah bon ? Et c'est vrai que le film Demain représente un condensé de solutions d'espoir basées sur l'hyperproximité et sur des solutions locales, et dans lesquelles on intègre cette composante sociale, économique, écologique, d'hyperproximité, pour lesquelles on peut transformer quelque chose. J'ai discuté avec Cyril et avec Mélanie il n'y a pas longtemps, parce qu'il y a un nouveau film qui vient de sortir qui s'appelle Après-demain. Donc, il est fait également avec, ce nom m'échappe, voilà, qui avait participé au tournage. C'est elle qui avait pris le dossier en charge, c'est-à-dire quels sont les effets des demain. Donc, ça s'appelle Après-demain. Et c'est absolument épatant. Donc, elle m'a raconté les nombres d'initiatives qui ont émergé un peu partout, dans plein de lieux, en France et dans le monde, parce que les gens, ils savaient la pêche. Et ils se disaient, mais je peux faire quelque chose. Je peux localement et transformer quelque chose. Je peux faire l'agriculture urbaine, je peux faire des sentiers de découverte, je peux faire donc des greetings visitors, donc des gens qui s'investissent pour montrer la ville autrement. Et je peux utiliser les toits pour faire de l'agriculture urbaine, je peux cultiver avec des abeilles, etc., qui n'est pas le moins hippie des années 60-70, mais plutôt dans une démarche des nouvelles urbanités. Et ce qui ressort de ces films-là, c'est que l'hyperproximité va avec les nouvelles urbanités. Et j'étais épaté, Thierry, du succès planétaire d'un film. Et comme il le raconte dans Après-demain, il raconte comment il a été fait. Où il disait, Cyril, il s'est regardé avec des potes, comment ils allaient faire pour trouver 30 000 euros pour commencer. Donc il y a un pote qui lui a prêté 10 000 euros, il y a un pote qui a prêté 15 000 euros, ils sont péniblement à 30 000, jusqu'au moment où ils se sont rencontrés, comment il s'appelle, Adrien Dantoé, qui était fondateur de KissKissBank, qui a dit on fait un crowdfunding sur KissKissBank, et qui est maintenant une filiale de la Poste, avant c'était indépendant, et Adrien, donc, même pas un mois, ils ont réuni 350 000 euros. Donc là, ils étaient les rois du pétrole, c'est le cas de le dire, en fait, plutôt les rois de l'antipétrole. Et donc, ça veut dire que cette hyper-proximité, cet engouement local, cette capacité peut se relier entre elles pour créer, donc, en espèce de moi, je dirais même plus contre-pouvoir, parce que je ne suis plus là, donc, mais peut créer un espèce de mouvement parallèle, voilà, dans lesquels ça propose donc d'autres réalités qui croisent d'autres imaginaires. Et ce qui m'a semblé dans Demain, c'est que là, on a cette convergence qu'on a évoquée tout à l'heure du désir, de la mémoire et des nouvelles urbanités rattachées à un territoire. Et donc,
c'était une espèce de lumière d'espoir, le fait que ça puisse exister. Alors c'est une exception, Thierry? En fait, oui et non. C'est-à-dire que si je n'ai pas parlé de demain, parce qu'il se trouve que nous n'avions pas parlé de Cyril avant, mais j'ai la chance de connaître aussi Cyril Dion, c'est que c'est un documentaire. C'est un documentaire. Et c'est vrai que moi, j'ai abordé cette question sous l'angle de la fiction, ce qui pose évidemment d'autres problèmes. Et le documentaire lui-même, bien entendu, il y a une économie, un problème économique du documentaire, mais qui n'est pas le même que celui de la fiction. Et on sait par ailleurs qu'il y a une possibilité de diffusion dans les milieux, à travers les milieux associatifs notamment, et en particulier en France, qui est réelle. Donc il y a bel et bien un mode d'intervention qui est cinématographique par le biais du documentaire. Ça, c'est vrai qu'on aurait dû le mentionner avant, mais je n'évoquais que la fiction jusque-là, qui pose évidemment d'autres problèmes économiques, tout simplement. Et sans que ce soit le sujet de ces fictions, est-ce que malgré tout on parvient à détecter dans des petits détails des éléments de ces villes intelligentes? Maintenant on n'est plus surpris quand on voit deux personnages d'un film communiquer par Skype ou via WhatsApp. Est-ce que l'autopartage par exemple, on va voir des scènes comme ça dans les films sans... Oui, on commence à voir des scènes, effectivement, ça commence même à devenir un peu cliché, on commence à voir s'inscrire les messages numériques qui sont en train d'être frappés en simultané. Moi, je dirais que j'attends encore le film qui va véritablement traiter de cela, évoquer ces questions-là. Ça commence, c'est vraiment... Pourtant, ça fait un moment, hein, tout doucement. Un petit peu chez Jess Anke, à qui il est arrivé de traiter assez directement ce sujet par l'intermédiaire des SMS en particulier. Mais ça reste encore parfois assez maladroit et balbutiant. Et de manière globale, ça pose la question qui était posée tout à l'heure de la technologie. Que faisons-nous de ces petites choses que nous avons dans nos poches et qui sont quand même, du point de vue des images, un bouleversement de l'histoire de l'humanité. C'est la première fois que nous avons dans notre poche à la fois de quoi faire de l'image et en même temps de lire n'importe quoi. C'est quand même assez étonnant. Et surtout à usage strictement privé et personnel. Et c'est là aussi où il y a un combat d'ordre cinématographique à mener. Quand on regarde un film sur son smartphone, on est quand même, à mon sens, en pleine régression. Le paradoxe, c'est qu'on n'a jamais eu d'image aussi précise, 4K, 16K, 100K, on s'en fiche. Et en réalité, on n'a jamais vu autant de films dans d'aussi mauvaises conditions qu'aujourd'hui. C'est quand même assez terrifiant, même au journal télévisé. Quand vous regardez n'importe quel journal télévisé, on a des images qui nous viennent, qui sont littéralement pourries, qui sont d'extrêmement mauvaise qualité. Donc d'un côté, on fait vendre une technologie XK au carré, et de l'autre, on impose aux gens de ces images d'une laideur absolue qui font qu'on a vraiment envie de se laver les yeux après avoir regardé la télévision ou regardé Internet. Donc il y a quelque chose de terrible. Et je voulais finir là-dessus, cette idée du spectacle finalement maintenant qui est redevenu individuel. Encore une fois, pardon d'enfoncer des portes ouvertes, mais la grande invention des frères Lumière, c'est pas le cinéma en soi, c'est la projection cinématographique. C'est ça qu'ils apportent par rapport à Edison, qui lui avait déjà techniquement beaucoup inventé. C'est cette idée de célébration collective, de regard vers un écran, de lumière, de projection. Si on revient au kinétoscope, c'est-à-dire à cet œilleton dans lequel on regarde les choses extrêmement individuellement, eh bien évidemment, nous sommes bel et bien dans la régression de notre époque. Donc, bien sûr, il faut appeler à l'avènement de films qui vont dénoncer un certain nombre de choses ou illustrer, voilà. Mais il faut aussi faire en sorte que ces célébrations collectives, que sont par exemple les festivals de cinéma,
qui, à mon sens, sont en péril aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a des festivals qui ferment leurs portes parce que un conseil régional a décidé que c'était plus... voilà. Tout est extrêmement fragile et friable. Donc on a besoin... le cinéma n'est pas un art mort, c'est un art, c'est aussi un spectacle vivant, le cinéma. Et on a besoin de protéger, en particulier évidemment en milieu urbain, ce type de manifestation. Et ça sera le meilleur moyen, non pas de lutter contre les téléphones portables, parce que bien entendu, je dirais comme vous qu'on n'en est plus là, mais qu'on pourra effectivement les domestiquer, travailler sur ce type d'image comme étant une image parmi d'autres, et travailler la question essentielle qui est celle de l'éducation et de l'éducation à l'image, qui est quand même fondamentale par rapport au sujet qu'on aborde aujourd'hui. Ce sera un très beau mot de la fin, ce cri de soutien au festival de cinéma notamment. Merci beaucoup à tous les deux Merci à vous. accepté l'invitation de Bug et de Clair Obscur pour cette 30e édition de Travelling. J'invite tout le monde évidemment à lire les critiques de Thierry Méranger dans les cahiers du cinéma, et puis vous pouvez suivre aussi les travaux de Carlos Moreno sur votre site internet moreno-web.net. Merci à toutes et à tous et très bonne soirée.